Alors bonjour à toutes et à tous. On va attaquer la conférence de cette journée, la première conférence de cette journée. Troisième journée VapExpo, ouverte au public, avec toujours les mêmes professionnels, plein d'entrain, plein de dynamisme, beaucoup de marques, beaucoup de fabricants, de revendeurs représentés ici. Je laisse encore quelques minutes peut-être pour laisser le temps aux gens de se rassembler ici pour aborder ce sujet du vaporisateur personnel ou de la cigarette électronique sous un angle assez particulier, celui de la réduction des risques, celui de la lutte contre le tabagisme, puisque le vaporisateur personnel s'inscrit dans cette démarche. J'ai ici avec moi sur scène, j'ai le plaisir d'accueillir donc monsieur Philippe Prel, qui est médecin tabacologue. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de lui. Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était surtout parce qu'il est à l'origine de l'appel des 100 médecins. C'était donc une co-signature de médecins français pour essayer de faire prendre conscience aux autorités du potentiel de l'e-cigarette dans la lutte contre le tabagisme. C'était en octobre dernier, si je me rappelle bien. Il est aussi l'auteur du livre La cigarette électronique, enfin une méthode pour arrêter de fumer. Donc on va aborder ensemble cette dimension de sevrage parce que c'est un petit peu tabou. On ne peut pas encore aujourd'hui parler de sevrage véritablement. On préfère le terme réduction des risques. Donc on va aborder ça avec Monsieur Prel. Et puis on a aussi Jacques Lewezek. Alors Jacques Lewezek, c'est aussi dans notre microcosme de la vape un grand nom puisque c'est un spécialiste de la nicotine, très actif sur Internet aussi, neuropharmacologue si je ne me trompe pas, et consultant en santé publique. Donc Jacques Lewezek abordera lui dans sa partie de la présentation l'aspect nicotine et puis l'aspect un peu plus technique du produit, parce qu'on a encore aujourd'hui beaucoup d'idées reçues qui persistent sur cette nicotine que l'on a longtemps diabolisée au travers du tabac finalement. Et puis aussi on va avoir l'intervention de Olivier Abou qui va un petit peu nous présenter son expérience personnelle de vapoteur, puisqu'il a découvert le produit en 2006, donc il y a de ça quand même un certain temps. Olivier Abou est journaliste spécialisé. Donc il écrit sur différents sujets et il a notamment écrit sur le sujet du vaporisateur personnel dans un livre qui s'appelle Le guide pratique de la cigarette électronique, dans lequel il aborde un petit peu le côté technique du produit pour guider les gens qui seraient intéressés pour essayer tout ça. Alors le thème de la conférence c'est idées reçues, faites-vous votre propre opinion. On va voir finalement qu'est-ce qu'il en est et on va essayer de casser les mythes, de soulever un petit peu toutes les questions essentielles. Alors je vais commencer avec vous, Olivier Abou, si vous le voulez bien. La cigarette électronique, vous me disiez c'est 2006, ça a commencé en 2006. Quel était votre profil de fumeur à l'époque ? Alors, pour commencer, ma première rencontre avec la cigarette se fait très tôt. C'est bon, là, tu m'entends ? Ok, donc ma première rencontre avec la cigarette s'est fait assez tôt, c'est-à-dire en 75-76, j'avais 10 ans. Bon, là, j'ai commencé par dose homéopathique, mais ça m'a conditionné assez tôt. Alors, donc j'ai fait une tentative d'arrêt. Ma première tentative d'arrêt, c'était, on va dire, en 2001. Là, j'ai pris tout ce qui me passait sous la main. Tous les substituts, les patchs, Nicorette, chewing-gum, etc. Rien n'a marché, c'est un parcours classique. Donc j'ai laissé tomber très vite tous les substituts. J'y ai été avec ma seule volonté. Et en 2006, là, effectivement, c'était la bonne, quoi. Là, j'ai réussi à arrêter de fumer. Bon, il y avait eu plusieurs tentatives. J'ai tenu 1 semaine, 3 semaines. Le plus long, ça a été 1 an, mais j'ai rechuté. Mais en 2006, c'est bon. Là, j'ai complètement arrêté. Et j'ai arrêté avec, on va dire, il y a trois points qui m'ont aidé. Le premier, c'est je me suis informé, j'ai beaucoup lu. Je voulais savoir un peu d'où venait ma dépendance, comment ça fonctionnait. Dans ce cas-là, bon, là j'ai lu pas mal de manuels, j'en retiens 2. Celui du professeur Molimar, je pense que tout le monde le connaît, c'est le guide de la petite défume. Et puis un autre bouquin un peu controversé, c'était celui-là d'Alan Kerr. Ça, c'était la méthode facile pour arrêter de fumer. Bon, c'est un livre controversé parce que
La technique d'écriture, c'est vraiment la méthode Coué. Ça va être un auteur qui va vous répéter 36 000 fois la même chose en longueur de page. Et puis, bon, la cigarette, c'est pas bon, la cigarette, c'est pas bon. Alors, on va avoir deux types de lectorat. Le premier type va refermer le bouquin très très vite en disant « c'est pas pour moi, je me suis fait avoir de 5 €. Et puis, le deuxième type de lectorat, c'est des gens comme moi avec qui ça va marcher. Disons que pour moi, c'était un bon booster de motivation. Quand j'avais un petit coup de mou, je ressortais le bouquin, je lisais 2-3 pages, ça y est, c'était reparti. Et puis, deuxième point qui m'a bien aidé pour arrêter comme ça tout seul avec la volonté, c'est les forums. À l'époque, je m'étais inscrit sur plein de forums, dont celui du docteur Dupagne, atoute.org, qui est assez connu. Bon, là, c'est important, on y reviendra sûrement quand on va parler de la cigarette électronique. Les communautés sur Internet, c'est essentiel. Et puis le dernier point, là, c'est celui que je préfère un peu, c'est mon frigo, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 2006, la cigarette électronique n'existait pas. Donc moi, j'ai pris un frigo à la place. Dès que j'avais une crise, je le vidais. Alors là, il y avait dommages collatéraux, c'est-à-dire que je suis passé de 64 kg à 102 kg, quoi. Bon, disons que voilà, ça c'est vraiment, mais c'est de cette façon que j'ai arrêté de fumer, quoi. Alors aujourd'hui, le résultat est là, c'est-à-dire ça fait depuis 8 ans que je fume plus, mais bon, je fais des régimes. Et puis, voilà, quoi, c'est complètement réglé. J'ai plus du tout envie de m'en griller une. J'aime bien de temps en temps m'asseoir à côté d'un fumeur juste pour sentir l'odeur de la cigarette, par nostalgie. Mais ça me donne pas envie d'en griller une. Voilà. Alors après, on peut parler de la cigarette électronique, comment je l'ai connue. Elle, je l'ai connue en 2006, justement à l'époque où j'ai complètement arrêté de fumer. Mais à l'époque, en 2006, il n'y avait pas une seule boutique en France qui vendait des cigarettes électroniques. Alors moi, je l'ai trouvé sur un site en Turquie. C'était un site qui avait une TLD en .eu, site européen, mais en réalité, c'était un site turc qui c'est le genre de site qui vend un peu de la poudre de perlimpinpin. Disons, on n'a pas envie de lui laisser son numéro de carte bleue, mais moi je l'ai fait, j'avais pas le choix. Il m'a envoyé donc une cigarette électronique. À l'époque, ça ressemblait à un énorme cigare, mais catégorie barreau de chaise, quoi, un truc énorme. De plastique, tout était scellé, on ne pouvait pas l'ouvrir. Les liquides, c'était des cartouches scellées. Au niveau efficacité, déjà, le truc était tellement énorme que pour la gestuelle, je ne m'y retrouvais pas, quoi. Le truc, au niveau efficacité, c'était assez spécial. C'est-à-dire qu'il se rechargeait avec des piles. Quand il était chargé, je tirais quelques bouffées. Ça faisait un nuage de vapeur pas du tout dense. Je tirais comme ça des bouffées pendant 5-10 minutes. Et puis après, plus rien. On déposait le cigare. On le reprenait 10, 15, 20 minutes après. Et là, ça y est, c'était reparti, on avait un peu de vapeur, quoi. Disons que l'utilisation, c'était ça. Donc, c'était pas du tout efficace. Je l'ai gardé 2-3 mois. De mémoire, j'ai dû lui mettre un coup de marteau dessus parce que, je suis un peu geek et j'aime bien savoir ce qu'il y a dedans. Mais voilà, quoi. Ça a été ma première rencontre avec la cigarette électronique. Ça a été un échec. Et j'ai laissé tomber. Je m'y suis remis en 2011. Alors, en 2011, j'avais déjà arrêté de fumer, mais 2011, pour moi, c'est assez spécial. C'est un peu une période de crise, c'est-à-dire qu'il y a eu un gros déménagement, une remise en cause professionnelle, un peu la crise familiale, enfin il y avait tout qui me tombait sur la tête. Et puis là, je renvoie au manuel du professeur Molimar. Quand il y a beaucoup de changements comme ça, le risque de rechute est très important. Dans ce cas-là, moi, je me suis réorienté vers la cigarette électronique. Et en 2011, la situation avait complètement changé. Là, il y avait des boutiques en France, des boutiques très sérieuses qui vendaient cette fois un matériel qui était performant. Alors moi, je me suis orienté vers un matériel qui ressemblait le plus à une cigarette normale. C'est un petit tube, Ce que les Américains appellent les ciga-like, ces cigarettes électroniques qui ressemblent à des cigarettes. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. Je l'avais acheté tout simplement sous le SIG 510, pour le pas de vis. Ils appelaient ça 510. Et puis après, je me suis même orienté vers quelque chose d'un peu plus perfectionné, c'est-à-dire un kit Ego, quoi, une petite batterie noire avec un cliromiseur dessus. Enfin, à l'époque, c'était pas un cliromiseur, c'était une cartouche noire, voilà, avec une bourre. Et puis ça m'a permis de passer cette période de crise, mais vraiment sans problème. C'est-à-dire que j'avais ça dans mon bureau. Quand j'en avais besoin, je tirais une bouffée. Et puis, voilà, quoi, la période s'est passée sans problème. Et ce qui est très bizarre, c'est, enfin, pas bizarre, mais
Je l'ai abandonné. L'utilisation s'est passée de plus en plus. Et petit à petit, je n'y touchais plus du tout, quoi. C'est-à-dire que c'était resté au fond de mon tiroir. J'avais passé la crise et je n'en avais plus besoin. Et puis, donc maintenant, aujourd'hui, même depuis 2013 et puis aujourd'hui 2014, j'ai réadopté la cigarette électronique complètement au quotidien, mais cette fois-ci, la démarche est différente. Elle est venue par plaisir. Alors là, je n'avais absolument pas de crise à passer, pas besoin d'alternative au tabac. J'ai fait le choix de m'orienter vers un produit vraiment plaisir. Et donc maintenant, j'utilise plutôt des modes électroniques, modes mécaniques, avec des atomiseurs réconstructibles qui sont pas mal du tout, justement pour personnaliser la vape et obtenir vraiment ce que l'on cherche. Et j'ai été au point où juste à créer mes propres e-liquides, c'est-à-dire à faire ce qu'on appelle le do it yourself, la personne qui mélange lui-même ses bases, ses arômes, sa nicotine. Alors, un petit point important quand même, c'est que quand j'ai repris la cigarette électronique, que ce soit en 2011 ou même en 2006, je l'ai prise sans nicotine. Les liquides étaient non nicotinés. Et là, depuis 2013, j'ai réintroduit moi-même, par plaisir, la nicotine. Ça, c'est un peu bizarre, c'est le chemin inverse des vapoteurs. Ouais, c'est une notion qu'on va aborder tout à l'heure avec... Voilà. Et bon, je l'ai fait pour deux raisons. La première, par plaisir, c'est-à-dire que la nicotine est un exhausteur de goût. Et puis le petit hit, c'est-à-dire la petite contraction qu'on a au fond de la gorge, est assez agréable. Bon, alors attention, moi, j'ai réintroduit la nicotine à 3-4 mg. Hein. Il y a des gars qui tournent à 18 mg, je suis un petit joueur. Mais j'ai aussi introduit la nicotine dans le cadre d'un plan régime. Parce que, bon, je vous rappelle, je suis quand même parti à 102 kg. Là, j'ai fait des régimes. Et puis la cigarette électronique avec un petit peu de nicotine dedans, c'est pas mal du tout pour ne plus grignoter. Ça m'a beaucoup aidé. Et ça marche plutôt pas mal pour moi, disons que voilà, la cigarette électronique... Au niveau technique, parce que vous parliez d'atomiseurs reconstructibles, de modèles qui ont évolué depuis 2006, etc. Vous aviez énoncé tout à l'heure l'importance des communautés, l'importance de l'échange entre les personnes, entre les vapoteurs. On parle souvent techniquement de courbe d'apprentissage du produit, c'est-à-dire que c'est un produit que finalement, si on le donne décontextualisé à quelqu'un, un fumeur, en lui disant voilà, une cigarette électronique, débrouillez-vous, tout le monde rentre chez soi, il y a peu de chances que ça fonctionne. Il y a toute cette dimension sociale et communautaire et d'accompagnement mutuel que les vapoteurs font aujourd'hui. Comment vous la percevez ? Alors, bon, pour que ça soit un peu plus vivant, on va prendre un exemple concret. On va prendre une personne que je connais, on va prendre ma femme. Elle a arrêté de fumer l'année dernière, en 2013 donc, et puis bon, je l'ai amenée dans un magasin de cigarettes électroniques en octobre 2013. Et le vendeur lui a présenté plusieurs types de produits. Alors, il lui a présenté d'abord un kit Ego avec un cliromiseur. Elle a vu ça, elle a dit « Ah ben non, ça c'est pas pour moi, c'est trop gros, qu'est-ce que je vais faire de ça ?» Après, le vendeur lui a présenté autre chose. Il lui a présenté ce qu'on va appeler un kit Erol. Alors, c'est-à-dire... je vais essayer de le trouver. J'ai ramené un peu, je lui ai piqué justement son setup. Et on va essayer de le retrouver. Non, c'est tellement petit d'ailleurs que... Bon, j'arrive pas à mettre la main dessus. Enfin bref. Oui, ça a la taille d'un iPhone. Même pas, c'est un petit tube. Ah, ça serait pas mal que je le retrouve quand même. Bon. J'ai peut-être en poche. Ce que je veux dire, c'est que le vendeur dans la boutique de cigarettes électroniques a proposé différents produits. Ouais, ça a la taille d'une cigarette. C'est un tout petit tube, très discret. C'est comme les cigarettes jetables qui ne sont pas du tout performantes. Donc il lui a présenté ça aussi. Ça se trouve un peu dans ce paquet-là. C'est très mimi, c'est très joli. Et elle a craqué là-dessus. Bon, alors ce type de produit, moi je trouve que c'est un peu le piège. Parce que, effectivement, un fumeur qui veut vraiment arrêter de fumer, sa démarche naturelle, ça va être de s'orienter justement vers un produit qui ressemble le plus visuellement à une cigarette. Et c'est ça, c'est ce type de produit-là, avec la cigarette à l'intérieur, donc vraiment un truc très très sympa à manipuler, la gestuelle y est. Bon, maintenant, pour un fumeur moyen ou un gros fumeur, il ne va pas y trouver son compte. C'est un peu trop léger. Alors, ce qu'on va proposer à ces personnes-là, c'est ce qui est arrivé à ma femme, un mois
à peu près un mois après, elle est venue me voir en me disant « Bon, écoute, ça marche pas très très bien. Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai dit « Écoute, je te rappelle ce que je t'ai dit. Essaye de prendre quand même le premier setup que t'avait proposé le vendeur, c'est-à-dire le kit Ego avec le clearomiseur, et tu vas voir, là, tu as un peu plus de puissance. Ça marche beaucoup mieux. » Alors donc là, effectivement, elle est revenue avec ça. Bon, c'est-à-dire avec une petite batterie, parce que là, elle fait beaucoup attention un peu à l'aspect visuel de la chose, elle aime bien quand c'est discret, et puis un clearomiseur au-dessus. Alors maintenant, si j'avais retrouvé ma cigarette là du départ, je vous aurais montré la différence, mais entre ça et la cigarette qui est là-dedans, il n'y a pas photo. Là, on s'éloigne visuellement d'une cigarette réellement. Et pour un fumeur qui se dirige vers la cigarette électronique, il y a un petit cap à franchir à ce niveau-là, visuellement. Et je trouve que ça, c'est une alternative à la cigarette, et ça, c'est une alternative au tabac très efficace. Et pour le faire aller directement là-dessus, pour certains, il y a un blocage, c'est pas évident, il y a un petit cap à franchir. Et ça se fait progressivement, comme avec ma femme, c'est-à-dire qu'on peut mettre le pied à l'étrier d'abord avec... pas une cigarette jetable, parce qu'une cigarette jetable, c'est vraiment du foutage de gueule. Mais avec quelque chose qui marche quand même plus ou moins bien, comme un Kitérol. Et puis, laisser les choses se faire progressivement et amener les gens après à ça. Mais alors, dans les deux cas, que ce soit ça ou le Kitérol, c'est des produits grand public, ce sont des alternatives au tabac ou des alternatives à la cigarette. Ce ne sont pas encore des produits purement plaisir. Alors bon, la communauté, t'en parlais, la communauté sur des produits comme ça, elle n'est pas très très active. On ne va pas trouver beaucoup de tutos là-dessus. On va trouver juste des petites présentations, mais ce n'est pas là où la communauté est la plus active. La communauté est la plus active avec un troisième type de produit. Et ça, c'est un produit que j'appelle vraiment 100% plaisir, c'est les modes. Les modes méca, les modes électroniques, les Genesis, les drippers. Enfin, là, on rentre dans un domaine très technique et ça n'a plus rien à voir. Il suffit de voir un peu le discours marketing qui accompagne un peu ces types de produits. Là, avec ce type de produit, on est dans l'alternative à la cigarette, l'alternative au tabac. Maintenant, le produit vraiment purement plaisir, et puis là, celui-là, je ne vais pas le paumer parce qu'il est énorme, ça va être un truc comme ça. Ça, c'est un mode... Et pour le vendre, le discours qui va aller autour ne fait plus du tout référence à l'alternative au tabac. Là, c'est un produit de passionnés pour des gens qui ont déjà passé ce stade. Ils n'en sont plus à rechercher un équivalent à leur cigarette. Si on leur propose une cigarette électronique comme ça et une vraie cigarette, ils vont tout de suite choisir la cigarette électronique. Ils ont réglé leurs problèmes avec le tabac. Et ça correspond un peu à ma situation en 2013, quand je me suis orienté là-dessus. Je n'avais plus du tout besoin de cigarettes, de tabac. J'étais tellement sûr de moi que j'ai réintroduit même la nicotine dedans. Et pour moi, c'est un produit effectivement 100% plaisir, où la communauté des utilisateurs, là sur Internet, par contre, elle est très très active. Là, on va trouver des tutos, on va trouver des forums très actifs, et puis on va trouver aussi même... des communautés qui vont créer leur propre e-liquide. Alors là, ces communautés, on les appelle les DIY, Do It Yourself. Et bon, c'est vraiment la spécificité du produit. Moi, par exemple, j'ai jamais vu dans la communauté des fumeurs de cigarettes des communautés se mettre en place pour créer leur propre tabac, quoi. Oui, alors on va effectivement aborder cette notion de plaisir dont vous êtes en train de parler. J'ai envie de vous faire intervenir, Monsieur Prel, si vous voulez bien. Cette notion de plaisir dans l'e-cigarette, elle est extrêmement importante. On voit l'e-cigarette en train de concurrencer très sérieusement le tabac. Comment vous, de votre point de vue de médecin tabacologue, vous expliquez cette efficacité, cette popularité du produit grandissante comme ça? Oui, c'est une notion tout à fait essentielle, et c'est vrai que non seulement la cigarette électronique concurrence le tabac, mais elle concurrence aussi les substituts nicotiniques classiques. Et la grande différence entre le substitut nicotinique classique, les patchs, les gommes et les pastilles, et la cigarette électronique, c'est bien le plaisir. Et c'est ce plaisir qui fait que les gens réussissent leur projet de sevrage. D'accord. Vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre présentation, si Jacques Lozec peut bien. Voilà, merci. Je te remercie. Oui, donc je vais essayer de vous parler du plaisir. Alors, juste rappeler, cette notion de plaisir est tout à fait importante, et j'ai vraiment
tenu à y réfléchir, à vous exposer une façon de comprendre ce plaisir. Parce que moi, je suis ancien fumeur et j'en ai un peu assez d'entendre toujours, oui, on a la gestuelle, on a la fumée, comme si nous étions des êtres très très simples. Mais non, les humains, on est compliqués, même par rapport au plaisir. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors comme vous, j'ai diabolisé la cigarette et c'est vrai que quand j'ai vu arriver la cigarette électronique, j'ai sincèrement pensé que c'était de la fumée, que c'était un peu pareil, et j'ai eu ce premier réflexe comme beaucoup de gens. Mais à force de rencontrer des gens qui arrêtaient de fumer autour de moi, et puis des gens que je connaissais, qui fumaient depuis 20 ans, 30 ans, et qui n'y arrivaient pas à arrêter, c'était quand même convaincant. Et plus les forums, etc. Juste pour rappeler quand même puisqu'il faut ça sans arrêt le rappeler, que grâce à la cigarette électronique, on a éliminé et le tabac et la combustion du tabac, c'est-à-dire qu'elle ne contient ni goudron, responsable donc des cancers notamment, ni monoxyde de carbone, responsable des infarctus, accidents vasculaires cérébraux, et ni particules fines solides, cancer, bronchite chronique. Donc c'est vraiment essentiel parce qu'on oublie toujours de le rappeler constamment. Et je voudrais rappeler, avant de continuer, l'exemple des snus suédois. Alors, parce qu'il y a une notion que vous allez comprendre et qui moi, m'effraie toujours. C'est en 1992, quand la Suède a voulu rentrer dans l'Europe, on leur a dit, nous, en Europe, on veut interdire les snus. Il y avait 3 pays qui avaient interdit les snus, et dans la logique européenne, dès que 3 pays interdisent, on peut interdire dans les autres. Eh bien, la Suède a dit non, je veux bien signer mon entrée dans l'Europe, mais je veux garder les snus. Et le prétexte à l'époque, c'était on ne dispose pas d'études. Or, Jacques Loézec, j'ai vu, va le développer plus tard, donc je ne vais vraiment pas m'y attarder. Mais maintenant, on a plein d'études qui montrent depuis 6 ans que les snus ne donnent pas de cancer du poumon, ni de la bouche, la gorge, etc. Et c'est vrai que déjà en Suède, il y a beaucoup moins de fumeurs qu'en France. Vous voyez, 17%. Simplement, il y a 2 fois moins de cancer du poumon qu'en France. Et il a été démontré qu'arrêter de fumer avec un snus, en termes de durée de vie, l'impact sur la durée de vie, c'était équivalent. C'est-à-dire qu'il n'y avait que quelques mois d'écart. C'était rien du tout. Eh bien, malgré que maintenant, c'est l'inverse. On a la preuve que le snus est beaucoup plus sain pour la santé que rien, et bien l'Europe vient de réinterdire le snus. Fantastique. Oui, il y avait eu toute une polémique autour de John Dalli, l'ancien commissaire à la santé à l'Union européenne, par rapport à cette société fabricante de snus. Oui, ça c'était du classique de la série des histoires qui arrivent toujours avec du lobby qui se marche sur les pieds. Non, mais écoutez, le discours actuel de l'Europe, c'est de nous dire, vous ne disposez pas d'études dans la cigarette électronique, donc on ne l'autorise pas massivement. Eh bien, c'était le même discours qu'on avait tenu avec les snus, et maintenant qu'on dispose d'études, eh bien, on continue à interdire. Donc, en fait, on nous balade. Mais je ne vais pas aller davantage là-dessus, parce que Jacques Loézec va creuser le sujet. Mais en fait, ce que je voudrais vraiment dire, c'est que c'est toujours la même question, c'est comment sauver un maximum de vie du tabac. Parce qu'on a toujours des questions. Vous savez, les humains, on aime bien changer de problème. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a résolu un problème, on cherche le suivant. Quelqu'un qui est à l'hôpital, sa vie est en danger, il veut être sauvé. Une semaine après, il est sauvé et son problème, c'est qu'est-ce qu'on bouffe ? Bon. Alors, donc aujourd'hui, quand on s'interroge sur la toxicité éventuelle de certains arômes, etc., mais on est très très loin du problème numéro 1, sauver les gens du tabac. Aujourd'hui, il y a quand même 200 morts par jour en France, c'est 2000 en Europe. 14 millions de fumeurs en France, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est ça le problème. Je crois qu'il faut quand même le rappeler. Alors, maintenant, je vais me concentrer sur le plaisir de la cigarette et justement cette différence entre la cigarette électronique et les substituts classiques. Et la différence est clairement psychologique. Alors là, c'est juste un peu pour le fun, mais vous rappelez comment se passe le plaisir chez nous, d'où ils viennent. Alors, je vais commencer par très bas dans l'échelle généalogique avec les grenouilles. C'était une étude canadienne, mais qui montrait que, en fait, ils ont un cerveau très très primitif. Et on va voir ce point-là un peu plus tard. Mais en tout cas, il n'y a pas d'émotion classique. L'émotion, c'est que je ressens une émotion.
émotions qui déclenchent une réaction. Mon cœur s'accélère, je suis stimulé pour agir. Eh bien, les grenouilles, vous les touchez, eh bien, le cœur reste constant. Ça change avec les serpents qui, eux, si vous les touchez, le cœur s'accélère, il se passe quelque chose et on voit apparaître un cerveau qui est le cerveau striatal, que certains ont appelé le cerveau reptilien, mais qui est un cerveau qui permet de faire un certain nombre d'avoir des habitudes, mais qui permet aussi d'avoir des réactions. Et puis avec les mammifères inférieurs, en tout cas avec les mammifères, apparaissent le cerveau limbique. Et là, c'est véritablement les émotions plus élaborées, les joies, les peurs, etc. Et enfin, chez l'homme apparaît le cortex. Alors, si je récapitule, le cortex, donc la grande couche de cerveau par-dessus. Si je récapitule, vous voyez de bas en haut, 1, 2, 3, 4. Donc en 1, ce sont les réactions très très primaires que l'on a chez les reptiles. En 2, chez les mammifères, la souris, etc., on voit les émotions primaires. Chez les mammifères supérieurs avec le cortex, on voit apparaître des choses comme l'empathie, les dilemmes, donc c'est déjà plus élaboré. Et enfin, chez les humains, on a la conscience et donc l'histoire. Et tous nos plaisirs dépendent de nos histoires. Alors c'est une notion, je m'arrête juste 2 secondes là-dessus, mais vous savez très bien que nous sommes capables d'être malheureux quand tout va bien et d'être heureux quand tout va mal. C'est parce que notre histoire va tout changer, va changer notre vécu. Et c'est extrêmement important. C'est pour ça que nous, la notion de plaisir est quelque chose de compliqué, parce que vous voyez qu'on on a à la fois le cerveau reptilien, on a les joies limbiques, etc., et on a la couche corticale. Mais au final, c'est toujours notre histoire qui détermine nos plaisirs. Et donc notre histoire de fumeur notamment, et c'est là que l'on va rentrer sur cette question, mais pourquoi ? Est-ce que nous désirons telle chose? Pourquoi nous désirons tel type de maison, tel type de conjoint? Pourquoi je veux un enfant, 2, 4? Pourquoi je veux tel métier? Pourquoi je veux fumer? Pourquoi je veux de l'alcool? Pourquoi j'en veux pas? Comment ça s'est mis en place dans ma tête? Eh bien, en fait, ce qui se passe très concrètement, c'est ce qu'on appelle le conditionnement latent. Ça a été découvert par un psychologue canadien qui s'appelle Albert Bandura, ou s'appelle aussi le conditionnement vicariant. C'est-à-dire, c'est à la fois par imitation, mais c'est le fait de voir quelqu'un faire quelque chose, eh bien, ça va m'influencer de manière durable. Et en fait, ce qui se passe pendant toute l'enfance, je n'ai pas accès à un certain nombre de plaisirs, mais je vois les adultes et je les vois prendre du plaisir avec de l'alcool, des cigarettes, en famille. Et si je suis heureux dans une famille nombreuse, eh bien, ça va m'influencer. Je vois les couples, je vois les voitures, je vois plein de choses, les avions, enfin tout ce qui peut m'amuser. Et je vois que les adultes, ça les intéresse, ils prennent leur plaisir avec. Et je garde ça comme des plaisirs potentiels pour plus tard. Alors, deuxième chose qui va m'influencer, qui est très classique, c'est le conditionnement évaluatif. Bon, là, j'ai pas pris James Bond parce que son image est, il y aurait eu des droits, mais c'est clairement lui que l'on voit là, et ça influence. Dès que vous voyez quelqu'un qui est important pour vous, qui a un plaisir, eh bien, évidemment, vous avez envie de faire comme lui. Hein. Alors, ceci combiné, ça nous permet de comprendre pourquoi, ce paradoxe, c'est pourquoi les enfants de fumeurs, alors vous voyez sur ce schéma, que ce soit le couple ou la mère ou le père, les enfants de fumeurs fument 2 fois plus que les enfants de non-fumeurs. Et bien, c'est parce qu'ils ont mis en place ce conditionnement latent et qu'ils ont vu leurs parents, quand ils étaient tout petits, prendre leur plaisir en fumant. Et cette image est restée. Et tous les discours, parce que vous savez que les enfants de fumeurs se prennent 2 fois plus de discours que les autres sur le tabac c'est dangereux, fais pas comme moi, ne fume pas. Et bien tous ces discours n'ont pas marché. Et le conditionnement latent a été le plus fort. Ce qui fait que dans la tête d'un fumeur, aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a plusieurs instances. Il y a une instance qui sait que le tabac c'est dangereux, et je crois qu'on peut dire que 100% des fumeurs savent que le tabac est dangereux, et on n'arrête pas de mettre des couches d'éducation, d'information, c'est très bien, mais vous voyez que c'est une chose qui ne peut pas être la seule. Alors ensuite, le tabac, c'est aussi un besoin, donc avec la dépendance physique, avec les récepteurs cérébraux à la nicotine, c'est une réalité. Quand un fumeur manque de nicotine, il ressent le phénomène de manque, avec la fringale dont on a parlé, avec l'irritation, manque de concentration, etc. Vous connaissez ça mieux que moi. Et puis on vient de voir qu'il y a aussi cette dépendance psychique que maintenant vous compreniez mieux, qui fait que le tabac est un plaisir,
grâce à ce conditionnement latent et ce conditionnement évaluatif. C'est comme si on avait créé un fumeur interne dans notre tête et qui est content quand nous fumons ou que nous vapotons. Et ce plaisir, on ne le retrouve pas avec les substituts nicotiniques classiques. Alors, dans le cerveau d'un adolescent, il y a une quatrième instance, c'est que c'est un interdit, et donc c'est encore plus atterrant. Donc, on voit que si on veut pousser un adolescent à arrêter de fumer, au passage, on voit il ne faut pas se contenter de lui dire que le tabac c'est dangereux. Il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte et une discussion sur le plaisir s'impose. Voilà. Alors, pourquoi les substituts sont très peu efficaces? Alors, je tiens à dire que les substituts nicotiniques sont très opérateurs dépendants. Si vous êtes pris en charge par un médecin qui est très habitué à les conseiller, eh bien, on a des taux de réussite qui sont de l'ordre de 20% sur un an. En revanche, quand ils sont juste distribués, eh bien là, les taux de réussite sont très proches. On a entendu une nouvelle cette semaine. L'un des responsables du laboratoire GSK, GlaxoSmithKline, se plaint d'une baisse des ventes des patchs. Le chiffre, si je me rappelle bien, c'était moins 47%. C'est quand même incroyable. Est-ce que vous pensez que la cigarette électronique peut être responsable de ces baisses de ventes là en ce moment? Oui, ben alors on a un phénomène classique de consommation, hein, c'est-à-dire que les gens ont une préférence pour la cigarette électronique et de ce fait délaissent les autres outils de substitution, et c'est particulièrement fort en France parce qu'en France, la politique d'arrêt du tabac n'a pas été aussi constante que dans les pays anglo-saxons. Par exemple, entre 2004 et 2011, les ventes de tabac sont restées constantes, alors que les ventes de substituts nicotiniques ont été augmentées de 50%. Vous voyez, quand on regarde ces chiffres, on se dit ça n'a pas été très efficace. Mais quand vous regardez les mêmes chiffres en Angleterre, on voit que chaque année, le nombre de fumeurs a baissé, les ventes de tabac ont baissé et les substituts nicotiniques ont aussi monté. Donc, il y a d'un côté, je dirais, un usage médical du substitut nicotinique qui est efficace, mais l'usage grand public, maintenant, a complètement basculé pour la cigarette électronique. Et l'articulation, substitut nicotinique classique, pharmaceutique, tel qu'on en trouve dans les pharmacies aujourd'hui, et la cigarette électronique, produit hybride, nouveau, comment vous l'appréhendez? C'est très simple. Il y a tout simplement donc le patch surtout est particulièrement utile pour ceux qui gardent quelques cigarettes et qui n'arrivent pas à s'en passer. Alors très personnellement, quand je vois un fumeur qui fait plus de 30 cigarettes par jour, je lui propose bien sûr la cigarette électronique, je lui propose d'aller vers des gros modèles, ça c'est évident, des forts dosages de nicotine, et s'il n'est pas en confiance, je lui propose de rajouter un patch d'entrée de jeu, auquel cas ça va diminuer son besoin en nicotine. Mais si ensuite, au bout d'un mois, je revois un nouveau vapoteur, mais qu'il lui reste encore 1, 2, 3, 4, 5 cigarettes dont il veut se débarrasser, là, le fait de rajouter un patch peut être tout à fait intéressant et très efficace. Hein. Et puis, dernière chose, ce qui a été expliqué, c'est que si, malgré cela, le patch... la cigarette électronique qu'il a et le patch ne sont pas suffisants, et aller vers des modèles plus performants. D'accord. Alors, donc du coup, on a répondu à la question pourquoi les substituts nicotiniques marchent si peu aujourd'hui quand ils ne sont pas accompagnés médicalement. Parce qu'il y a ce syndrome de manque que l'on vient de voir à cause du plaisir, mais aussi parce que toujours, et c'est une catastrophe, on prescrit les substituts nicotiniques dans une logique de sevrage immédiat. Tel jour, vous arrêtez, vous commencez le substitut. Alors, tous ceux qui ont arrêté de fumer savent que la veille, on est mal et que le jour même, on est très, très mal. Et c'est dans ce contexte-là, c'est comme si on vous apprenait à nager dans de l'eau glacée. Voilà, c'est une source d'échec terrible. Donc, moi, vraiment, pour ceux qui veulent démarrer avec les substituts, je leur conseille, comme avec la cigarette électronique, de ne pas se mettre la pression, d'apprendre à bien utiliser sa cigarette électronique ou ses substituts, de diminuer ses doses, de laisser faire les choses. Alors pourquoi la cigarette est efficace? Ça vous avez compris, hein, c'est parce qu'elle va apporter, donc il n'y a pas de tabac, on simule la fumée et on inhale la nicotine, mais surtout on va retrouver tout ce plaisir dû au conditionnement latent. Hein, et ça on l'a dit, donc je passe. Alors
Elle est très efficace aussi parce que je crois elle est rassurante pour un certain nombre de fumeurs, mais il faut quand même le rappeler parce que quelque part, c'est très très bien que quelqu'un s'interroge sur la dangerosité des liquides, etc. Pourquoi ? Parce qu'il a changé de problème. Il a oublié qu'avant, il avait les goudrons, il avait tout ça. Maintenant, qu'on n'a plus qu'à discuter de la dangerosité d'un arôme, je trouve que c'est quand même assez sympa. Alors moi, voilà, ce que j'explique aux gens, c'est je leur dis, écoutez, moi je place, sur une échelle, la cigarette électronique. Le tabac, c'est ce qu'il y a de plus dangereux aujourd'hui dans la société, suivi de l'alcool, suivi des produits hyper sucrés, les barres de chocolat, etc., obésité, diabète, les produits trop gras, les écrans TV, ça devient un vrai problème avec la sédentarité. Et c'est en dessous de ça, après des fruits et légumes et des poissons, que je place la cigarette électronique. Parce que même chez les fruits et légumes, on trouve des problèmes avec les pesticides et les poissons, les métaux lourds. Voilà. J'aimerais terminer juste avec cette slide qui me semble tout à fait essentiel, c'est la différence entre une dépendance et une addiction. Une dépendance, c'est tout simplement l'envie de recommencer. Alors on peut être dépendant au sucre, au chocolat, au shopping, à plein de choses. Pratiquement tout ce qui fait plaisir nous rend dépendants, à tel point qu'on peut se demander, dès lors qu'on met un circuit de récompense dans son cerveau, s'il peut exister un plaisir sans dépendance. Et l'addiction, c'est une dépendance qui est mauvaise pour la santé. Autrement dit, très clairement, le tabac, c'est une addiction, tandis que la cigarette électronique, ce n'est qu'une dépendance parmi beaucoup d'autres. Voilà, un plaisir donc. D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut imaginer, enfin, on parle souvent de notion de plaisir, le jeu vidéo, par exemple, si je prends cet exemple-là, aujourd'hui, on a l'impression, à travers le tabac, les jeux d'argent, l'alcool, toutes ces dimensions de plaisir qui peuvent engendrer une dépendance ou un caractère addictif. Est-ce que vous imaginez que, j'en sais rien, c'est un peu peut-être stupide comme question, mais qu'on puisse taxer un jour les jeux vidéo aussi? Est-ce qu'on va toujours essayer de mettre un couvercle ou essayer de contrôler dans la société cette dimension de plaisir caractérisée de nocif potentiellement Ça, vous soulevez un autre problème. Il y a deux choses. Tout plaisir, fondamentalement, nous rend dépendants. Et donc, même le pouvoir de ceux qui décident les taxes, ils sont addicts au pouvoir. Hein. Donc, on peut être addict à l'argent. Et c'est leur cas. Alors, les gouvernements ont toujours placé les impôts sur ce qui était indispensable ou ce dont on ne pouvait pas se passer. Donc, le tabac a été taxé de cette manière-là. Et c'est vrai que là, maintenant, il y a un mal-être fiscal qui j'espère va être résolu dans un bon sens, parce qu'il y a pour l'instant, on a vu que les rentrées fiscales sont maintenues grâce à l'augmentation des prix, et j'espère qu'on va prendre en compte les baisses des charges sociales. Et dans les sujets brûlants du moment, puisque au niveau législatif, tout est en train de se faire, il y a un sujet délicat, celui de la publicité. Vous parlez tout à l'heure du conditionnement latent lors de l'enfance. On voit les parents prendre du plaisir avec certains types de comportements. On les sauvegarde un petit peu dans notre mémoire quand on a l'âge d'atteindre ces objets et de les utiliser. Est-ce que vous pensez que la publicité a un rôle ici dans ce conditionnement ? Bien sûr, et tant qu'il y avait des publicités sur la cigarette et classique, et tant qu'on voyait des gens fumer dans les films, etc., ça a influencé énormément ce conditionnement latent. Maintenant, j'ai personnellement très hâte qu'on tourne la page de savoir si la cigarette électronique est un instrument qui aide à sortir du tabac ou qui fait rentrer les jeunes dans le tabac. Je suis personnellement convaincu, suite à un certain nombre d'études que j'ai pu lire et d'observations, que c'est un outil qui aide les jeunes à ne pas rentrer dans le tabac et à sortir du tabac, donc c'est utile. Donc moi, je suis pour les DiCaprio qui vapotent au cinéma, etc., et pour la publicité. Et je crois qu'il est vraiment prioritaire de donner aux gens envie de lâcher leur cigarette classique pour aller vapoter, et que la publicité a toute sa place là-dedans. D'accord, merci bien. Alors, je vais me tourner vers vous, Jacques Le Ouezec, aujourd'hui. On va aborder peut-être un petit peu plus en détail cette notion de réduction des risques. On a bien compris que la cigarette électronique était un concurrent sérieux au tabac. Monsieur Prel nous a expliqué en quoi, d'où tirer la cigarette électronique son efficacité. Concrètement, en termes de faits scientifiques, nicotine, réduction des risques, produits chimiques, oui, non. Est-ce que vous pouvez nous guider un petit peu dans ce domaine scientifique de l'e-cigarette? Bonjour à tous. Je vais essayer de
d'aborder le problème, si j'arrive à retrouver ma... Voilà. Je crois que tout d'abord, comme Philippe l'a rappelé tout à l'heure, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on parle de cigarettes électroniques, c'est pour une bonne raison, c'est d'abord éliminer le tabagisme. Ce qui est assez affolant, c'est qu'on a tellement de certitudes sur les dangers du tabac qu'on se demande vraiment pourquoi on en est encore là. Et pourquoi on n'a pas fait de choses plus importantes plus tôt. Je vous rappelle qu'en décembre 2012, la Cour des comptes a fustigé la politique contre le tabac en France, et en montrant des choses assez aberrantes. On a fait d'énormes progrès en termes de morts sur la route. Hein, on a mis le paquet, on a obtenu des résultats, on est passé de 8 000 à 4 000 morts par an. Mais quand on regarde bien, on investit chaque année 20 fois plus dans le contrôle de la circulation routière que dans la dépendance au tabac. Alors que le tabac cause plus de 70 000, peut-être à l'heure actuelle 80 000 morts par an en France. Vous diriez qu'on est démunis face au fléau du tabagisme ? Oui, et puis comme l'a rappelé Philippe, le problème c'est que les substituts nicotiniques maintenant ils sont là depuis plus de 30 ans et que on n'a pas vu les choses beaucoup évoluer. La prévalence du tabagisme en France n'a pas chuté. Au contraire, d'autres pays qui l'ont peut-être mieux pris en main, comme l'Angleterre, qui fait en sorte de rembourser tous les traitements. Donc ça ne coûte rien à un Anglais d'aller voir son médecin et de se faire suivre avec des substituts nicotiniques. Donc ça a été une façon d'encourager les gens à arrêter de fumer. Et on voit bien que l'Angleterre est en train de passer sous les 20% de fumeurs, alors qu'on est toujours au-delà des 30% en France. Donc il y a un réel besoin là-dessus. Donc ceci juste pour vous rappeler que, et surtout insister, puisque moi, ma spécialité quand même, c'est la nicotine. Je suis tombé dedans tout petit, comme Obélix, et en fait, j'ai arrêté de fumer il y a 30 ans, au moment où j'ai commencé à étudier la nicotine. Et donc, quelque part, je suis toujours dépendant de la nicotine, puisque c'est mon boulot de tous les jours. Ce qu'il faut vraiment, le point sur lequel il faut vraiment insister, et ça c'est aussi quelque chose qui résulte de toutes les campagnes anti-tabac qu'on a depuis 30 ans, qui systématiquement ont toujours associé les dangers du tabac à la nicotine, et non pas au tabagisme. Et donc dans la tête des gens, de tout le monde, y compris de nombreux médecins, c'est la nicotine qui est dangereuse. Et en plus, je passe sur le sujet de la dépendance que Philippe a évoqué, mais c'est pareil, c'est pas bien d'être dépendant. Donc il y a un côté moraliste, et surtout on a mis sur le dos de la nicotine des choses, à tel point que même les fumeurs ont peur d'utiliser la nicotine en substitut pour arrêter de fumer. Et il y a quelques fumeurs qui viennent dans des boutiques pour acheter une cigarette électronique, mais qui veulent arrêter en zéro. Bon. Donc il y a vraiment à ce niveau-là des progrès à faire. Il faut clairement répéter que ce n'est pas la nicotine qui est dangereuse dans le tabac, que c'est la fumée, que c'est le fait de brûler quelque chose. Vous fumeriez une cigarette de laitue, vous auriez exactement les mêmes produits toxiques, mais vous n'auriez pas la nicotine. Les cigarettes légères, ça n'existe pas. Alors le mythe, là, il faut aussi le faire disparaître. Ça n'existe pas. On a collé de force sur les paquets de cigarettes des chiffres de rendement de nicotine en goudron et en monoxyde de carbone qui ne veulent rien dire. Et je vais vous le montrer. Une étude anglaise qui est faite, c'est une enquête qui est annuelle, qui est faite en Angleterre. Maintenant, ils ont même carrément une enquête mensuelle. Ils ont une enquête annuelle. Nous, je vous rappelle qu'en France, notre baromètre santé, c'est au mieux une fois tous les 5 ans et c'est publié 3 ans après. Donc les chiffres qu'on a en France à l'heure actuelle, c'est ceux de 2010. Et dans cette enquête, ils ont fait une petite analyse. Ils ont pris un sous-échantillon de 2000 fumeurs. Ils leur ont demandé un échantillon de salive. Et ils ont fait comme fait Jean-François Etter, par exemple, quelquefois dans certaines études, mesurer un métabolite de la nicotine qu'on appelle la cotinine dans la salive des gens. Et puis on leur a demandé combien de cigarettes ils avaient fumé ce jour-là.
Et en faisant un petit calcul mathématique, on peut savoir combien de nicotine a tiré un fumeur de chacune de ses cigarettes. Et bien, quand on regarde le graphique, alors que si la réalité, si les cigarettes légères étaient ce qu'elles voulaient bien dire, on aurait le graphique rouge qui est là, avec à gauche des taux très faibles de rendement en nicotine et à droite le taux maximum. Or, qu'est-ce qu'on voit? Que les fumeurs, quel que soit le type de cigarette, ils vont chercher à peu près 1 milligramme ou un peu plus de 1 milligramme dans une cigarette parce que c'est ça dont ils ont besoin. Il faut savoir que dans une cigarette, il y a en fait 12 à 14 milligrammes de nicotine et qu'un fumeur peut en tirer entre 1 et 3 milligrammes en modifiant simplement la façon de fumer, en prenant des bouffées plus longues, en la gardant plus longtemps dans les poumons, etc. Donc, là aussi, beaucoup de choses, de mauvaises conceptions, de mauvaises idées qui sont distribuées. Et les fumeurs, là encore, dans les boutiques, je reviens toujours à la cigarette électronique, arrivent et ils disent, voilà, je fume des légères, etc. Bon, on se fiche des légères, on compte. C'est pas non plus quelque chose de très fiable, mais il vaut mieux utiliser le nombre de cigarettes par jour. Ça permet donc d'établir quelque chose et il faut arriver justement à convaincre les gens de ce problème. Il y avait eu le même problème avec les substituts nicotiniques, c'est-à-dire que les gens arrivaient, regardez docteur, c'est seulement 0,5 mg et vous me donnez des gommes à 4 mg et un patch à 21 mg, mais ça n'a rien à voir. Ce qui compte, c'est l'absorption de nicotine. Et les fumeurs et les vapoteurs, lorsqu'ils apprennent à vapoter, parce qu'on apprend à vapoter comme on a appris à fumer, et de façon à tirer le plus de profit de cette cigarette électronique, eh bien, il faut apprendre à trouver le bon matériel, le bon dosage, et apprendre aussi la technique, parce que inhaler la vapeur de cigarette électronique ou de vaporisateur personnel, comme je préfère les appeler, c'est différent que de tirer sur une cigarette. Et c'est pour ça que le fumeur qui arrive dans une boutique, les premières bouffées de cigarette électronique qu'il prend le font tousser. Donc le fumeur est tout à fait capable de ce qu'on appelle titrer la nicotine. C'est-à-dire que bouffée par bouffée, il sait exactement doser la quantité de nicotine dont il a besoin. De plus, la nicotine est une substance extraordinaire. La nicotine, on en fait ce qu'on veut. C'est une drogue, entre guillemets, idéale. C'est-à-dire que votre cigarette, quand vous étiez fumeur, ou votre cigarette électronique, vous permet d'obtenir de la nicotine, mais en variant la quantité de nicotine que vous absorbez, en particulier en jouant sur la taille des bouffées, sur le fait d'inhaler plus profondément, de garder plus longtemps la vapeur dans les poumons, vous pouvez faire varier la dose de nicotine que vous absorbez. Et vous allez avoir, avec des petites doses, un effet plutôt stimulant, alors qu'avec des grosses doses, vous allez avoir plutôt un effet relaxant. Et on sait très bien qu'on peut très bien fumer, surtout quand on est journaliste devant sa passe blanche, pour se stimuler, se donner un coup de fouet. Et puis on peut aussi fumer, donc utiliser le même produit, utiliser la nicotine, mais d'une façon différente, pour se relaxer le soir après une grosse journée de boulot et où on a envie de se reposer. Mais le paradoxe dans cette nicotine, parce qu'on dit c'est une drogue, au sens scientifique du terme, mais c'est pas un psychotrope, c'est-à-dire que... c'est un stimulant. C'est un stimulant. Comme la caféine. Alors voilà, justement, cette comparaison caféine-nicotine, est-ce que vous la trouvez un petit peu cavalière ou est-ce que vous pensez qu'effectivement on peut mettre côte à côte ces deux produits pour en parler de manière large? Tout à fait. Pour moi, on peut utiliser la nicotine comme de la même manière qu'on utilise la caféine pour se stimuler, pour rester éveillé, moi, j'ai personnellement utilisé, alors que j'ai donc arrêté de fumer il y a 30 ans, j'ai personnellement utilisé la nicotine à une époque parce que je voyageais beaucoup et que j'avais des problèmes de décalage horaire. Et que, ayant perdu ma tolérance à la caféine, je ne pouvais pas prendre de café l'après-midi, sinon je ne dormais pas la nuit. Eh bien, je remplaçais cette caféine par de la nicotine. Et cette culpabilité qu'on peut ressentir en étant consommateur de nicotine ou de caféine aussi, on se dit mince, je suis toujours à utiliser un produit dans ma tête que j'imagine nocif, alors que vous êtes en train de nous dire que la nocivité est toute relative, aux doses en tout cas administrées que le fumeur s'administre. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces vapoteurs qui ça fait par exemple 6 mois, 1 an, qui sont toujours à des liquides à 12 mg, 18 mg et qui se disent mince,
un jour, il faudrait peut-être que j'arrive à baisser. Est-ce que vous leur dites, c'est pas grave, finalement C'est simplement une question de il faut se poser la question de la place qu'on veut accorder à la nicotine dans la société. Le café, la caféine est tout à fait intégrée à la société. Personne ne reproche à quiconque de boire du café ou du thé. De la même manière, il n'y a aucune raison de reprocher à quelqu'un d'utiliser de la nicotine dès l'instant où il ne met pas sa vie en danger en fumant des cigarettes. Le problème de la réduction des risques, il est là. Et on va le voir ensuite. Je peux avoir la réduction du risque. Alors là, j'ai repris en fait la façon dont l'a présenté le Collège royal des médecins anglais. Donc ça, c'était des recommandations en 2008 sur la réduction du risque. Alors à l'époque, on ne parlait pas encore trop de la cigarette électronique, mais on parlait déjà du snus. Et donc, voilà. La réduction du risque, c'est quoi ? C'est faire en sorte qu'on puisse réduire les dangers d'un comportement. On sait que le comportement tabagique a un risque très important. On sait aussi qu'une grande partie des fumeurs n'ont pas envie ou n'arrivent pas à arrêter de fumer. Et donc la société se doit de leur proposer des solutions qui leur permettent de réduire leurs risques, mais tout en gardant leur plaisir, puisque, comme Philippe l'a bien rappelé, la clé ici, c'est bien évidemment le plaisir. Et le vapoteur qui prend plaisir à acheter compulsivement des mods et des liquides, etc., c'est finalement un plaisir, et c'est un plaisir très agréable. Et dès l'instant où la réduction du risque est importante, ce qui est le cas avec la cigarette électronique, il n'y a aucune raison de ne pas tolérer cela dans la société. Donc, cette réduction du risque, elle est largement appliquée dans les domaines de la médecine. On a bien vu ça avec le virus du VIH, avec les injecteurs de drogue, avec les campagnes d'échange de seringues, etc. Ça, c'est de la réduction du risque. Or, on n'a jamais fait ça avec le tabac, et c'est d'autant plus regrettable qu'on avait un outil, le snus, et qui a été refusé en 1992 par l'Europe, aussi, et avec les mêmes arguments qu'on entend à l'heure actuelle, ça va rendre les jeunes dépendants. Or, il est clair, je vais montrer des données très rapidement, que dans les pays où le snus est resté, c'est-à-dire la Suède parce qu'elle avait une historique de consommation et que donc elle a négocié ça avec l'Europe, et en Norvège, qui n'est pas un pays européen, et où les résultats à l'heure actuelle de l'utilisation du snus sont fabuleux. Et on a raté ça, et on peut dire... Je pense qu'un jour, il y aura vraiment quelque chose à faire, certainement, et probablement aussi que, de la même manière que les compagnies de tabac ont été poursuivies par des fumeurs pour des dommages du tabagisme, on peut imaginer que certains fumeurs se retournent un jour contre l'Europe, contre les politiques, pour avoir refusé l'accès à un produit plus sain. Et il faut savoir aussi, et c'est ça aussi qui est totalement aberrant, c'est que uniquement le snus, qui est un produit très particulier du tabac, dans lequel on a retiré la plupart des cancérigènes, uniquement le snus est interdit de vente. À tous les coins de rue, ici en France, dans un bureau de tabac, vous pouvez acheter du tabac chiqué ou à priser. Le snus n'est rien d'autre qu'un tabac chiqué moderne, beaucoup moins dangereux. Et pourtant, c'est le seul qui est interdit. Donc, ce fameux snus, voilà, Philippe en a parlé tout à l'heure, et effectivement, je voulais simplement rappeler, regarder les données sur le cancer du poumon, cancer oraux en général, et cancer pancréatique. Le cancer pancréatique est mentionné ici parce que c'est le seul pour lequel il y a un petit danger supplémentaire, et qui est moindre que de fumer, mais qui reste
assez supérieure au fait de ne pas fumer. Alors que pour le cancer du poumon et les cancers oropharyngés, il n'y a vraiment strictement rien, avec un recul très important. Donc c'est vraiment un problème d'avoir refusé le SNUS au début des années 90, et on est confronté au même problème à l'heure actuelle avec la cigarette électronique. Donc voilà effectivement la preuve, quand vous voyez les taux de cancer dans différents pays européens, où vous voyez que la Suède a le plus faible taux de cancer du poumon et le plus faible taux de cancer oropharyngé. Donc c'est vraiment... En règle générale, quand même, je vois que la Suède part d'un niveau très bas. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y avait moins de fumeurs. Mais parce que la Suède, là, 1950, il y a déjà le SNUS. Le SNUS, il existe depuis plus de 100 ans. Ah ouais, d'accord. Le SNUS a quasiment toujours existé. Il a été amélioré. Il y a eu une chute de consommation entre 1900 et 1960 à peu près. Et puis, à partir des années 60, il est remonté. Et il est arrivé au même niveau, je crois, à peu près qu'en 1900. Donc il y a eu vraiment, et ça a permis aux Suédois de faire chuter la prévalence du tabagisme. C'est-à-dire qu'il y a à peu près autant d'utilisateurs de tabac en Suède qu'en France, c'est-à-dire à peu près 30%, sauf qu'ils ont 14% de fumeurs. Et comment est justifiée cette interdiction du SNUS en Europe, selon quel fait scientifique ? Les politiques n'ont pas justifié la preuve. On leur a présenté toutes les preuves. Konstantinos Farsalinos, qui est ici dans cette salle, a suffisamment œuvré pour ça. On leur a mis les preuves sous le nez et ils les ont tout simplement ignorées. Voilà, les politiques prennent les décisions qu'ils prennent et se basent sur l'interprétation que eux font des données qui existent. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Oui, donc pour revenir à la cigarette électronique, donc toujours dans ce contexte de réduction du risque, c'est à la fois une réduction du risque individuelle, c'est-à-dire que pour chaque fumeur, le fait dans un premier temps, éventuellement d'associer la cigarette et la cigarette électronique va déjà en partie réduire son risque. Comme l'a rappelé Philippe, et ça c'est très bien s'il y a des gens qui travaillent dans des boutiques ici et qui écoutent un petit peu et qui sont là pour conseiller les fumeurs, n'hésitez pas, lorsque vous avez un très gros fumeur, sachant qu'en France, on est limité dans les dosages de nicotine à moins de 20 mg par millilitre, si vous avez un gros fumeur qui n'arrive vraiment pas à arrêter, mais qui a le désir de le faire, pas question de forcer quelqu'un, mais recommandez-lui à ce moment-là de mettre un patch en plus de sa cigarette électronique, de façon à ce qu'il ait une dose de nicotine supérieure. Donc, sur le matériel, bon, finalement, on a assez peu de connaissances à l'heure actuelle. Globalement, le matériel en lui-même, il n'y a pas trop de danger. Il y a eu beaucoup de progrès. Le fait, par exemple, d'utiliser des cliros avec des tanks en pyrex au lieu de plastique, etc. Tout ça va dans le bon sens. Le fait d'utiliser de l'acier inoxydable plutôt que de l'acier chromé, etc. Tout ça, ça a fait des progrès. Je pense que Konstantinos me contredira pas. Le petit point qui reste là à étudier un peu plus précisément, c'est l'histoire de la température de chauffe. On sait, et il a montré lui-même, que si on utilise un mode à 9 watts par rapport à une cigarette électronique de base qu'on trouve, vous savez, les petits tubes noirs, on va améliorer l'absorption de nicotine, je vais le montrer, et on va avoir une efficacité supérieure. Ceci dit, il est clair aussi que si on chauffe trop fort, on risque là, effectivement, peut-être de produire des substances moins désirables. Voilà. Donc, l'autre point, ce sont les arômes. Konstantinos en a parlé hier pour les professionnels.
Effectivement, la question des arômes est une question importante, même si, comme l'a rappelé Philippe, finalement, ça reste de l'ordre du détail par rapport à la réduction du risque qu'on obtient déjà avec une cigarette électronique. Je rappelle qu'au minimum, c'est 99% de réduction du risque par rapport à la cigarette. On joue sur quelque chose d'infime. Donc, quand on dit qu'un fumeur mourra probablement prématurément des causes de son tabagisme 10 ans trop tôt finalement, cette phrase-là est annulée pour vous directement avec un utilisateur de cigarette électronique? Tout à fait. Au pire, comme l'a rappelé Philippe tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que s'il reste un risque minimum, ça va jouer quoi, quelques mois de vie, quoi. Mais ça ne sera pas 10 ans, ça ne sera pas 5 ans, ça ne sera pas 2 ans. Donc, ce qui est important, et là, je crois qu'on est assez bien placé en France, et ce salon en est un exemple. Il y a une motivation des professionnels à essayer d'établir des standards, des normes, de façon à ce que tout le monde respecte à peu près le même cahier des charges. Et ça c'est quelque chose qui est important et qu'il est urgent de mettre en place, ne serait-ce que pour mieux contrecarrer les politiques et essayer de leur dire, ben voilà, regardez, on a pris les choses en main, ne soyez pas aussi fort sur l'interdiction entre guillemets, parce que si on lit la directive européenne sur le tabac, on peut dire que 90% des produits actuellement sur le marché, si ce n'est pas 98%, vont devenir hors la loi. Il ne faudra plus que des réservoirs de 2 millilitres qui ne sont censés ne pas fuir, etc. Enfin bon, bref, je passe les détails parce que ça va m'énerver. Et donc bon, il est clair qu'il est important d'utiliser les produits bien évidemment les plus purs possibles pour fabriquer les liquides. Et donc reste juste la question des arômes sur lequel il va falloir se pencher. Et comme aussi Pharsalinos le recommande, surtout d'analyser plutôt la vapeur que le liquide. Ce que l'utilisateur inhale, c'est la vapeur. Le liquide, dès l'instant où on le fait avec des ingrédients qui sont les plus purs possibles, ce qui est important d'analyser, c'est la vapeur. Donc, juste un petit point sur le potentiel addictif justement de la nicotine. Pourquoi il y a cette différence? Pourquoi la cigarette a dominé le marché? Le tabac au départ c'était pas de la cigarette. Le tabac est utilisé sous toutes ses formes, en particulier mâché, chiqué, prisé, etc. Et puis quand la cigarette est arrivée, elle a totalement bouleversé le marché du tabac. Et ça c'est arrivé à peu près partout dans le monde. Il y a encore certains pays où les produits oraux dominent et qui sont malheureusement des produits qui ne sont pas de très bonne qualité, comme en Inde ou en Afrique, et où là on a effectivement, à la différence du snus, on a un risque quand même de cancer oropharyngé. Mais encore une fois, dès l'instant où on annule l'inhalation, la combustion, déjà il n'y a pas de cancer du poumon, il n'y a pas de maladie respiratoire, donc c'est déjà un bénéfice. Ce qui est important à comprendre, c'est que pourquoi cette cigarette a pris la domination, c'est tout simplement parce qu'on inhale la fumée. Et que l'inhalation d'un produit pharmacologique, quel qu'il soit, un produit qui va agir sur le cerveau, le fait de l'inhaler, c'est plus rapide pour l'amener au cerveau que de se l'injecter en intraveineuse. Il n'y a pas plus rapide que la voie pulmonaire pour amener une substance qui agit au niveau du cerveau. C'est pour ça que le crack est plus addictif que la cocaïne utilisée sous une autre forme. L'inhalation, c'est la meilleure route d'administration qu'on puisse trouver pour aller stimuler le cerveau. Et donc, c'est pour ça que la cigarette a supplanté tous les autres modes de consommation. Et je ne vais pas insister, c'est un petit peu trop scientifique là, mais ce qui compte en fait, c'est l'écart entre la concentration au niveau artériel, c'est-à-dire celle qui va aller jusqu'au cerveau, celle qui sort du cœur et qui va aller jusqu'au cerveau, et qui est en jaune ici, et la concentration en rouge là, donc c'est après une cigarette, lorsqu'elle est mesurée au niveau veineux, par exemple au creux du bras. Et on voit ce décalage énorme. Et ce décalage n'arrive que lorsque la nicotine arrive très vite.
ça n'arrive pas du tout avec les substituts nicotiniques parce qu'ils sont beaucoup trop lents à distribuer la nicotine pour avoir cet effet-là. Donc il y a, avec les substituts nicotiniques, une baisse des symptômes de manque parce qu'on apporte de la nicotine, mais il n'y a pas le plaisir, il n'y a pas le côté addictif. Et comme l'a montré Konstantinos Farsalinos dans sa dernière étude, où il a comparé une cigarette électronique de première génération, donc une ciga-like, plus ou moins, et un mode, on voit clairement que la cigarette de troisième génération ou moderne, qui est la ligne rouge qui est ici, apporte plus de nicotine que la cigarette électronique de première génération. Donc on voit qu'il y a une amélioration et que c'est probablement pour ça qu'elles sont plus efficaces en termes de permettre aux fumeurs d'arrêter plus facilement de fumer. Et cette lenteur de nicotine, est-ce qu'elle expliquerait le fait qu'un vapoteur tire beaucoup plus souvent sur son e-cig qu'un fumeur si on les met côte à côte? Oui, tout à fait. Il est clair que pour obtenir la même dose, vous voyez par exemple ici sur l'étude de Farsalinos, la courbe verte, c'est la cigarette. En 5 minutes, vous obtenez une concentration qu'avec le mode, vous n'obtenez qu'au bout de 35 minutes. Donc ça veut dire qu'il faut vapoter 35 minutes pour obtenir la même dose de nicotine que de fumer une cigarette. Donc c'est pour ça qu'un vapoteur a l'impression de vapoter tout le temps, de vapoter plus qu'il ne fumait. Parce que pour obtenir la même dose de nicotine sur la journée, eh bien, il faut tirer beaucoup plus. Et c'est d'autant plus vrai qu'on utilise des produits de moins bonne qualité. Et c'est pour cette raison que toutes les ciga-likes, toutes ces cigarettes qui ressemblent à des cigarettes et qui sont, comme par hasard, présentées par toutes les grandes compagnies de tabac, ne permettent pas d'arrêter de fumer. Et c'est probablement pour ça qu'ils les ont mis en avant. Parce que ça permet de garder la clientèle, tout en leur proposant un moyen de ne pas quitter le tabac. Et puis comme par hasard, ce type de modèle colle parfaitement avec la nouvelle directive sur les produits du tabac. Comme par hasard. Tout à fait. Je voulais juste mentionner ici, puisqu'on a parlé du snus tout à l'heure, et vous pouvez voir que la courbe noire avec des petits triangles, là, c'est la nicotine obtenue avec le snus. Vous voyez que c'est beaucoup plus performant que la gomme ou le patch. Et en fait, cette courbe-là, si vous regardez bien, c'est à peu près la courbe rouge obtenue avec un mode. C'est-à-dire que le snus permet, en gros, d'obtenir une nicotinémie qui va être à peu près similaire à ce qu'on obtient avec les modes à l'heure actuelle. Voilà. Alors, pour terminer, pour comparer avec les cigarettes électroniques donc de deuxième génération, ce type-là, eh bien, on va se situer entre la courbe bleue et la courbe rouge. Donc il y a encore des progrès, je pense, à faire ici, en termes justement d'absorption de la nicotine, d'améliorer l'absorption de la nicotine pour mieux satisfaire le vapoteur. Et il est clair aussi que, ça aussi c'est un petit mot pour les boutiques, si vous avez quelqu'un que vous avez, qui vient vous voir parce qu'on lui a conseillé une mauvaise dose, ou bien parce que vous n'avez pas osé mettre une dose suffisamment importante, et qui vient et qui dit ouais, j'ai l'impression de tout le temps sucer mon truc, là, etc. Pensez à lui proposer d'augmenter la dose. Ça permet d'obtenir la même quantité de nicotine, mais en tirant moins sur son vaporisateur. Cette limite des 20 mg par millilitre annoncée par l'Union européenne, elle vous fait sourire, elle vous fait peur ? Elle nous fait sourire, surtout nous scientifiques, parce qu'on ne sait pas pourquoi. Surtout celle qui a été introduite en France par l'AFSAPS en 2009, puis en 2011. On ne sait absolument pas sur quoi ils se sont basés, si ce n'est probablement sur un équivalent médical par rapport au substitut, enfin un calcul absurde qui n'a rien à voir, puisque à l'époque on n'avait même pas de données fiables sur l'absorption de nicotine avec la cigarette électronique. Donc, l'Europe est arrivée avec sa directive tabac au départ en voulant limiter à 4 mg par millilitre. Enfin, non pas limiter, mais mettre une limite et dire si c'est au-dessus, ça devient médicament. Et donc il y a eu au mois d'octobre une remise en jeu, parce que les vapoteurs ont fait du bruit.
il y a eu une proposition qui avait été acceptée une première fois par le Parlement de mettre à 30 mg par millilitre, ce qui était déjà un net progrès, qui aurait satisfait une grande partie des vapoteurs. Et puis la Commission est revenue en arrière. On est maintenant à nouveau à 20 mg par millilitre, basé sur absolument rien de solide, en fait, en interprétant de façon tout à fait erronée les études qu'avait présentées Farsalinos. Donc c'est quelque chose qui est absurde, et comme Konstantinos l'a présenté dans cette dernière étude, pour obtenir en 5 minutes l'équivalent d'une cigarette, sur la courbe, donc pour que la courbe rouge rejoigne la courbe verte, il faudrait un liquide à 50 mg par millilitre. Et on sait que c'est des liquides qui sont assez couramment utilisés en Angleterre. Il y a certains vapoteurs, dont certains célèbres qu'on voit sur des vidéos, vapotent régulièrement du 54 mg au petit déjeuner. Encore une fois, aucun danger. Un vapoteur, comme un fumeur, sait titrer sa nicotine, mais il a besoin d'avoir quelque chose d'efficace. Et donc, ça va permettre d'obtenir rapidement une montée de la nicotinémie avec moins de bouffées. Alors, je crois que ça va suivre après dans votre présentation, cette dose létale de la nicotine. On a souvent, je ne sais pas si on va, voilà. On a souvent, parfait, on a souvent dit attention, les flacons de liquide, alors la sécurité enfant sur les bouchons, etc., pour la simple et bonne raison que si un enfant trouve le flacon et l'avale, il pourrait mourir de cette dose de nicotine. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous paraît justifié Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, pour les bouchons avec protection enfant, il n'y a aucun problème, bien évidemment. Ça paraît évident, de la même manière que des parents responsables ne vont pas laisser une bouteille d'eau de Javel ou de lessive disponible à portée de la main des enfants. Il est normal de faire attention qu'un jeune enfant n'avale pas inutilement un liquide nicotiné. Mais il ne faut pas non plus en faire une histoire dramatique. C'est-à-dire que il est tout à fait normal qu'on impose aux fabricants de mettre des bouchons à sécurité enfant, mais il est anormal, par exemple, de limiter la taille des flacons à 10 millilitres, ce qui est une aberration. Il est aberrant de voir partout sur les flacons, parce que la DGCCRF, la direction des fraudes et du contrôle de la consommation, impose un texte préécrit disant, et qui stipule en premier lieu que la nicotine est toxique par contact. Et donc tout le monde et puis ensuite par ingestion. Donc tout le monde s'imagine qu'en remplissant son petit réservoir et en se mettant 3 gouttes de nicotine sur la peau, ça va créer un quelconque danger et qu'il faut porter des lunettes et des gants. C'est totalement ridicule. Même un liquide concentré à 50 mg par millilitre, même si vous en avez plein les doigts, vous finissez de remplir votre Cliro et vous allez vous laver les mains et puis c'est tout. Il n'y a aucun danger immédiat avec ça. Vous allez prendre quelques microgrammes de nicotine qui vont passer à travers la peau et ça n'ira pas plus loin. Pour les fuites éventuelles dans les cartouches. Exactement, et même les gouttes de liquide que vous aspirez quand le Cliro commence à glouglouter. C'est absolument pas... Je veux dire, quand on mâche une gomme à la nicotine, on a bien de la nicotine plein la bouche. C'est totalement ridicule d'aller faire des choses comme ça. Pareil, on pourrait revenir sur le fait que la plupart des liquides, et ça a été assez spontané d'ailleurs, je crois, de la part des fabricants, ne recommandent pas aux patients cardiaques. C'est une aberration. La contre-indication pour les substituts nicotiniques sur les maladies cardiaques a disparu depuis 2005 en France. C'est la France qui a été la première à le faire supprimer. De la même manière, le fait d'interdire plus ou moins chez la femme enceinte n'a aucun fondement scientifique. Les substituts nicotiniques sont autorisés chez la femme enceinte en France. Je ne vois pas pourquoi la cigarette électronique ne le serait pas. Sachant que, bien évidemment, si on a affaire à une femme enceinte qui fume, le risque, le premier, c'est qu'elle fume. Donc si on ne lui offre pas quelque chose qui lui permette de ne pas fumer, c'est une aberration.
Donc effectivement, cette dose létale, moi, bon, ça fait 30 ans que je travaille sur la nicotine, ça fait 30 ans que je vois cette dose létale, et ça fait très longtemps que j'ai cherché moi-même les sources de cette limite. Et j'ai toujours cherché, jamais trouvé la source. On tournait toujours en rond, c'était quelqu'un qui rapportait avoir lu ça dans un chapitre, dans un truc, et à chaque fois qu'on allait voir la référence, c'était une référence de référence, mais on ne trouvait jamais la source. Et heureusement, au mois d'octobre, un pharmacologue autrichien est allé fouiller dans les vieux grimoires en allemand et a exhumé des vieux articles. Et en fait, cette limite a été faite de façon tout à fait empirique par quelques médecins qui se sont amusés en 1850 à s'injecter de la nicotine, à tester les effets, et ils ont dit voilà, bah, la dose létale, ça doit être à peu près... voilà. Et donc on se traîne ça depuis 150 ans et personne n'avait jamais remis ça en cause. C'est quand même affolant. Bon, bref, tout ça pour dire que après avoir analysé des cas de tentatives de suicide, etc., dont la dernière a été quand même une patiente psychiatrique qui a avalé un flacon de 30 ml en 50 mg, donc 1500 mg de nicotine, sans aucune conséquence. Il faut savoir que dès l'instant où on ingère une grosse quantité de nicotine, le premier symptôme, c'est le même que quand vous fumez trop. C'est-à-dire que le premier symptôme, c'est nausée. Bon, le truc, ouais, j'ai un peu trop fumé ce soir, demain on va ralentir. Et le deuxième symptôme qui vient derrière, quand les nausées sont trop fortes, on vomit. Et donc, sur des doses comme ça, il y a une énorme partie de la nicotine qui est rejetée immédiatement. Et donc l'absorption finalement est relativement modeste. Mais tout en prenant toutes les précautions possibles, il estime que la dose létale serait entre 500 mg et 1000 mg, donc 1 gramme, de nicotine absorbée, c'est-à-dire pas simplement ingérée, mais absorbée au niveau de l'organisme. Donc des doses beaucoup plus importantes en ingestion. Donc juste pour rassurer tout le monde, la nicotine n'est pas si dangereuse, ça reste un poison, mais prenez la caféine à forte dose et vous aurez un produit qui tuera de la même manière. Donc globalement, en termes de toxicité, on n'a pas une énorme différence avec la caféine. Voilà. Juste aussi pour terminer, pour rassurer tout le monde, c'est sur le fait d'inhaler de la nicotine pure à vie, si quelqu'un veut vapoter à vie parce qu'il y trouve son plaisir et qu'il n'a pas envie de retourner à fumer des cigarettes. On n'a pas de données, bien évidemment, chez l'homme, on n'a pas suffisamment de recul, mais on a des données chez l'animal, où il y a des expériences qui ont été faites, chez des rats, à qui on a fait inhaler pendant 2 ans. 2 ans chez un rat, c'est à peu près la longueur de la vie d'un être humain. Et on a fait inhaler à ces rats pendant 20 heures par jour, 5 jours par semaine, un air chargé de nicotine. Et au bout des 2 ans, on n'a rien trouvé en termes ni de mortalité, ni de cancer, ni de quoi que ce soit d'inquiétant. Et la seule différence qu'il y avait, c'est comme tu l'as fait remarquer tout à l'heure, la seule différence, c'est que la nicotine, ça peut servir à perdre du poids. Et que, effectivement, ces rats, au bout de 2 ans, pesaient moins que leurs copains d'à côté qui avaient respiré de l'air normal. Donc, tout simplement parce qu'effectivement, la nicotine a un effet qui y a à la fois une augmentation du métabolisme et aussi un effet coupe-faim qui fait que ça permet de réduire la prise de poids. Voilà, et puis je crois que j'ai terminé. Et je voulais faire un petit clin d'œil et surtout supporter les DUS, dont je suis membre. Qui seront présents cet après-midi. Voilà, et dont le stand est un peu plus loin là-bas et qui accueille sur son stand l'initiative européenne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, allez regarder. C'est peut-être un moyen de sauver encore ce que les politiques sont en train de nous faire. Si nous réunissons en Europe 1 million de signatures, 55 000 en France, chaque pays a son quota. Il faut que 7 pays au moins remplissent leur quota pour que, avec cette initiative européenne, on puisse aller dire « Messieurs les députés, revoyez votre copie ». Donc on a besoin, on doit être à 6 000 et quelques, avant-hier on était à 6 000, j'ai pas vu les compteurs hier en France. Le FVI, je crois qu'on est à 10% à peu près du voilà, quota nécessaire. On est à 10%. Donc
faites signer, signez vous-même, faites signer par même des non-vapoteurs, faites signer votre famille, faites signer vos amis qui ont constaté que la cigarette électronique, c'était quelque chose de bien pour vous. Et faisons exploser le compteur. Merci, Monsieur Le Houzec. Monsieur Prel, un dernier mot à ajouter? Oui, j'aimerais illustrer un peu, en prolongement de ce que vient de dire Jacques, tout le paradoxe que l'on peut percevoir autour de la nicotine et de la combustion. La nicotine, on dit c'est dangereux. Bon, alors, on va en faire un médicament. Mais est-ce que vous avez déjà vu un médicament avec des flacons de sécurité? Non. Non, il n'y en a pas. Et puis alors, si ça devient un médicament, alors on peut se soigner partout. Vous voyez? En fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de paradoxes et les décideurs vont n'importe où parce qu'ils ont plein d'idées fausses. Prenons maintenant la combustion. La combustion, c'est archi démontré que la combustion de toute plante est dangereuse avec ses goudrons, ce monoxyde de carbone et ses particules fines. Donc, comme c'est dangereux, eh bien, on interdit les feux de cheminée à Paris, à Los Angeles. Et on dit maintenant, vous utiliserez des feux avec du gaz naturel. Hein. Pourtant, c'est bien la même chose qu'on fait avec le tabac. C'est une bonne combustion et c'est pas. On a carrément la tête dans la cheminée hein, et on respire plein pot. Donc, vous voyez tout ce paradoxe. Et moi, je suis frappé par une chose aujourd'hui, c'est que l'argument qui est le plus bloquant pour vraiment dire aux fumeurs, mais lâchez cette combustion qui vous bousille, qui vous tue, et courez prendre votre plaisir à vapoter et ne mettez plus vos vies en danger, et si vous avez besoin de nicotine ou envie de nicotine, prenez-en, eh bien, c'est toujours cette crainte que les adolescents passent au tabac. Eh bien, j'observe que là, et c'est là que l'on est victime et que l'on constate tout ce que l'on voit au niveau de l'Europe, au niveau politique, c'est que le discours des industriels du tabac est le même que le discours de ceux qui ont fait pendant 20 ans la lutte contre le tabac. Les industriels du tabac disent aussi oui, il faut empêcher les mineurs de fumer, ils font plein d'interdictions, donc leur lobbying marche très très bien parce qu'ils sont pratiquement axés que là-dessus. Et ceux qui luttent contre le tabac sont complètement dans le même discours, dénormaliser le tabac, protéger l'adolescent. Et en fait, c'est cette association de fait, il y a un cheval noir, un cheval blanc, mais ils vont dans le même sens. C'est quand même paradoxal. Voilà, je tenais vraiment à rajouter ce point-là. D'accord, merci. Alors juste pour terminer ces 5 dernières minutes, je me tourne vers vous. Si quelqu'un a des questions à poser, alors voilà, il y a le monsieur en gris, au fond. Merci. Oui, bonjour. Moi, c'est une petite question par rapport au vapotage passif pour le reste de la famille, les enfants, etc., pour constituer à peu près le risque qu'il peut éventuellement avoir, mais qui il semblerait être certainement dérisoire. Je veux bien y répondre. Quand on parle de tabagisme passif, c'est-à-dire que l'on a constaté que des non-fumeurs au contact de fumeurs pouvaient être atteints de cancer ou d'infarctus. Or, on a vu que dès lors que vous n'émettez que de la nicotine en vapotant, les gens autour de vous ne pourront pas faire d'infarctus ou de cancer. Donc, il n'y a pas de tabagisme, il n'y a pas de vapotage passif au sens que l'on parlait de tabagisme passif. Simplement, effectivement, celui qui est à côté de vous va pouvoir inhaler lui aussi un peu de nicotine et un peu d'arôme, etc. Ça ne sera pas dangereux pour sa santé, mais simplement, je crois qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est agréable pour lui ou pas? Et toujours se poser la question de vapoter en présence de non-fumeurs, est-ce qu'on va les déranger ou pas? Mais on ne peut pas, comme si on compare le tabagisme passif et le vapotage passif, il n'y a pas photo. Il y en a un, c'est une réalité, l'autre, ça ne l'est pas. Merci. Une autre question? Bonjour, donc en boutique, lorsque le client rentre, mettons, il vous dit bon, moi je fume 10 cigarettes, quel dosage? On n'a pas vraiment de référence. Voilà, comment calculer le nombre de bouffées, le dosage, on va pas dire précis, mais voilà, pour l'orienter sur quelque chose et pas lui faire démarrer peut-être à 18 et pas faire machine inverse pour la mener jusqu'à 0. Jacques Le Houzec? Ouais, moi je pense... je suis allé un petit peu en boutique, voir un peu comment ça se passait, etc.
Je pense qu'un moyen relativement simple, hein, c'est juste théorie, enfin c'est juste empirique, mais relativement simple, c'est de tourner à peu près milligrammes égale nombre de cigarettes. Donc quelqu'un qui fume une dizaine de cigarettes, ben, on va tourner sur du 11-12, quoi, quelque chose comme ça. Et puis, alors après se pose effectivement bon, sur quelqu'un qui est un paquet et demi, entre un paquet et demi et 2, bon, bah là on va hésiter entre du 16 ou du 19. Il vaut mieux être un peu large que sous-dosé. Hein, donc il vaut mieux taper un peu plus haut, quelques milligrammes de plus. Et puis dire à la personne, bah, écoutez, vous allez voir sur 2-3 jours là comment ça se passe. Hein. Si vous avez un peu mal au crâne, etc. et tout ça, c'est que vous êtes un peu trop dosé. On va passer à un dosage en dessous. Et si par contre vous continuez à avoir envie de fumer, il n'y a pas photo. Donc voilà. Mais globalement, un truc relativement simple, c'est milligramme égale nombre de cigarettes, quoi. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, en fait, évidemment, tout dépend du nombre de vapes qu'on va prendre. Là, on voyait tout à l'heure que, par exemple, une cigarette classique, c'est 5 minutes pour obtenir la nicotine maximum, et 35 minutes avec une cigarette électronique. Donc voilà. Alors, je suppose que avec du 18 mg, quelqu'un qui fume 10 cigarettes ou 20 cigarettes, mettons qu'il prenne une dizaine de vapes, il la pose parce que pendant le travail il ne peut pas s'en servir, pendant sa pause eh bien, il va vapoter une dizaine ou une quinzaine de vapes. C'est pas pareil que s'il vapote avec du 10. Oui, non, c'est clair. Il ne faut pas hésiter à mettre une dose importante et le vapoteur va apprendre à vapoter et il va trouver lui-même son chemin et va trouver exactement la façon d'apaiser son manque. Mais je crois qu'il y a Konstantinos qui veut rajouter un mot. Yes, I want to comment on that. Oui, comme Jacques l'a dit, en effet, il n'y a pas de façon de comparer la cigarette à la cigarette électronique. Et ça, c'est clair. Après, cette quantité de liquide peut être comparable au nombre de cigarettes. Là, c'est l'un des choses les plus idiotes au niveau du marketing qu'on puisse faire, n'est-ce pas? Mais certains l'ont fait. Et donc, et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout simplement pour vendre le produit et dire que le produit est très bon et a un très bon marketing. Et donc, il s'agit en réalité de baisser le niveau. Et ce sont des choses idiotes qui sont faites de la part des sociétés. Et voilà, donc pour limiter le nombre de cigarettes. Donc, il n'y a pas de comparaison possible parce que le niveau de nicotine qui est absorbé n'est pas du tout le même. Et c'est évident. Donc, on n'a pas de raison. Il n'y a même pas de réponse à cela. Même si, le vapoteur ou le fumeur vient nous voir en disant oui, je fume un paquet et demi ou etc. Non, ce n'est pas possible. La question est, on ne peut pas vous le dire, tout simplement. Il n'y a pas de réponse, en fin de compte, parce que c'est l'utilisateur qui lui-même doit s'adapter, doit penser à combien de cigarettes électroniques elle est utilisée. Ou, voilà. Ce sont des informations, par conséquent, stupides, fausses, et donc, par conséquent, c'est pas bon. Voilà, c'est clair. L'utilisateur d'évaluer tout seul son besoin de nicotine. Mais simplement, n'hésitez pas, ne sous-dosez pas les gens. N'ayez pas peur de donner un liquide un peu trop dosé. Alors, on peut encore accueillir une dernière question, si quelqu'un... Monsieur ? Oui, je voudrais poser une question sur la législature, surtout européenne, qui vient de sortir, qui est vraiment étonnant que les politiciens qui ont le pouvoir vraiment pour faire la législature sont tellement têtus de rester aveugles pour toutes les évidences qui sont leur présentées, qui ne veulent pas le voir. Est-ce qu'il y a une raison spécifique pour ça, à part l'argent et les taxes, je parle? Oui, très clairement, je pense que le lobby du tabac est extrêmement fort. Vous avez vu aux États-Unis, ils arrivent à faire interdire la cigarette électronique dans les villes, Chicago, Boston, New York, Los Angeles. Ils continuent, ils font un véritable travail de sape derrière la cigarette électronique pour en limiter
l'usage au maximum. Et c'est ce qu'ils finissent par obtenir. Ils ont réussi à obtenir que dans une directive tabac, on mette un produit qui ne contienne pas de tabac. Ensuite, ils voulaient en faire un médicament, mais en Angleterre, un médicament, on peut l'acheter pratiquement partout, pas comme en France. Et en fait, leur vocation, c'est de rendre difficile le passage à la cigarette électronique et à la fabrication. Donc, ils veulent augmenter les normes, les standardisations. Plus il y a de normes, plus ils sont à l'aise. Il faut garder une chose en tête. Le marché aujourd'hui de la cigarette électronique, qui est un marché naissant et qui commence à être florissant, tant mieux, c'est 2 milliards de dollars dans le monde. Le marché des substituts nicotiniques, c'est un peu moins maintenant, mettons 2 milliards aussi. Et le marché du tabac, c'est plus de 300 milliards de dollars. Voilà, donc ça donne quand même l'échelle et les puissances en jeu. C'est vraiment eux qui monopolisent le micro. Voilà. Merci. Alors cette conférence touche à sa fin. Il est temps pour moi de vous remercier. Olivier Abou, merci. Auteur du livre Le Guide pratique de la cigarette électronique qui paraît aujourd'hui aux éditions MA, si je ne me trompe pas. Jacques Loezec, donc merci beaucoup pour ces informations sur la nicotine. Vous pouvez suivre son blog. Alors l'adresse, je ne la connais pas par cœur malheureusement, mais en cherchant très facilement sur Google, on va vite trouver Jacques Loezec qui est très actif aussi sur l'aspect communautaire en ligne. Et puis Philippe Prel, médecin tabacologue, qui aura aussi le plaisir de dédicacer votre livre, si je ne me trompe pas, d'ici 15 minutes à peu près, au stand d'à côté. Donc voilà, la cigarette électronique, enfin une méthode pour arrêter de fumer. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. On se retrouve à 14h, 14h30 pour attaquer les reviews, les revues de matériel, le côté hyper technique. Et puis on finira la journée sur cet aspect notamment communautaire avec l'EDUS, le FVI et tout un tas de personnes très intéressantes. À tout à l'heure, merci.